Le féminisme, je vais reprendre votre idée. Il y a effectivement trois vagues hein, dans l'histoire du féminisme. Bon, celle de la fin du 19e siècle et du début du 20e avec le droit de vote, celle qui voit advenir le deuxième sexe et l'égalité des sexes et les droits des femmes à ne pas être cantonnés à la sphère domestique, ça c'est Simone de Beauvoir, et les années 70, là où il y a comme une division, disons, qui va exister jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous prenez la manifestation qui a eu lieu là, samedi dernier, vous aviez une bannière citoyenne, hashtag nous toutes, et une bannière d'un féminisme plus inclusif, incluant précisément les travailleuses du sexe, les femmes voilées, etc. Et Michel Perrault, à qui je faisais allusion à l'instant, rappelait aussi que dans les années 70, cette division entre universalistes et différentialistes était très très forte, à tel point que, par exemple, Michel Perrault et Antoinette Fouque avaient été un temps éloignés assez fortement l'une de l'autre, et bon, elles s'étaient retrouvées in fine. Alors, ces trois vagues du féminisme, d'une part, bon, c'est celle que vous reprenez à juste titre dans votre livre, où on en est par rapport à ces trois vagues, et où en êtes-vous, vous? Alors, c'est intéressant parce que je n'aurais pas conçu la différence entre... Enfin, l'opposition des années 70 entre les différentialistes et les universalistes comme faisant partie de la troisième vague. Il faudrait que j'y réfléchisse parce que, quand même, en général, ce qu'on considère comme étant la troisième vague, c'est plutôt la critique postcoloniale ou, disons, des femmes de couleur du féminisme blanc. Consistant à dire quand même, voilà, comme on disait là, ce qu'on identifie comme la deuxième vague, c'est l'idée de dire que les femmes devraient pouvoir travailler, devraient pouvoir sortir de la sphère domestique. Et ce que disent Bell Hooks ou Audre Lorde, qui sont des féministes noires américaines, c'est de dire en fait, les femmes noires, elles ne sont jamais restées à la maison. Et les femmes pauvres, de manière générale, ont toujours travaillé à l'extérieur, mais parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour se permettre d'être femme au foyer. Et ça, c'est une perspective intéressante qui montre que c'est vrai que les féministes de la deuxième vague ont considéré que leur expérience, qui était en fait des expériences de femmes bourgeoises, parce que le simple fait qu'elles aient accès au fait d'écrire des livres, c'est que c'est une certaine position sociale qui permet d'écrire des livres. Et qu'elles ont généralisé cette expérience-là en prenant pas toujours en compte le fait qu'elle n'était pas généralisable absolument. Moi, donc il y a eu beaucoup de débats, notamment sur le deuxième sexe, que je trouve très intéressant parce que le deuxième sexe est à la fois attaquable et inattaquable sur ce plan-là. Puisque... premièrement, c'est très intéressant parce que Beauvoir écrit le deuxième sexe après avoir voyagé longuement aux États-Unis et s'être beaucoup intéressée aux travaux de Richard Wright et d'autres gens sur les Africains-Américains. Et donc, elle vient... En fait, le féminisme beauvoirien vient de transposer les analyses du racisme américain et des Noirs américains aux femmes. Donc, elle est quand même très consciente du fonctionnement de la vie des Africains-Américains. Après, c'est sûr qu'elle fait comme si, ou bien on était femme, ou bien on était noir. Comme si, en fait, on ne pouvait pas être une femme noire. Donc ça, c'est une des grandes objections des féministes de la troisième vague, de dire, mais pourquoi, ou bien on est femme, ou bien on est noire. Il y a des femmes noires, qu'est-ce que ça fait d'être une femme noire? Elle fait comme si c'était même pas une expérience possible, et c'est pas sûr qu'être une femme noire, ce soit l'expérience d'être une femme plus l'expérience d'être un noir, et qu'on mélange et que ça donne l'expérience d'une femme noire. Donc ça, c'est vraiment le concept d'intersectionnalité qui a été construit par la juriste américaine Kimberly Crenshaw, où elle dit, où elle part, en fait, c'est un concept qu'elle construit d'abord dans le droit pour dire, dans les procès pour discrimination aux États-Unis, on doit poursuivre une entreprise, par exemple, parce qu'elle nous discriminerait au nom du sexe ou parce qu'elle nous discriminerait au nom de la race, comme disent les Américains. Et elle dit, mais en fait, on est obligé de choisir. Donc si on est une femme noire,
il faut qu'on identifie à l'avance, mais on ne peut pas dire que c'est les deux. On ne peut pas dire qu'on est discriminé en tant que femme noire. Or, il y a des discriminations qui sont précisément sur les femmes noires liées à des stéréotypes, sur le fait que les femmes noires seraient très sexuelles, par exemple. Enfin, il y a plein de stéréotypes liés aux femmes asiatiques, aux femmes noires, aux femmes musulmanes, qui ne sont pas exactement les mêmes stéréotypes que sur les noirs, les musulmans ou les asiatiques hommes. Mais donc, ce qui est intéressant avec Beauvoir, c'est que, d'un côté, c'est vrai qu'elle elle adopte cette perspective qui est une perspective de femme blanche bourgeoise, et en même temps, de 1949, la publication du Deuxième Sexe, jusqu'à sa mort, elle reçoit à peu près 5 lettres par jour, toute sa vie, de femmes du monde entier. Donc, et c'est fou, il y a vraiment des femmes qui viennent la voir d'Ouganda, des Philippines, mais aussi d'Amérique du Nord, et des Pays-Bas, et du Chili. Et donc, il y a quand même l'idée que ce qu'elle raconte dans le Deuxième Sexe résonne pour les femmes du monde entier. Donc, il y a quand même... Ça invite un peu pragmatiquement à se dire qu'il y a quand même une expérience partagée, puisque tant de femmes se retrouvent dans le Deuxième Sexe. Moi, c'est vrai que... Pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a quand même vraiment un féminisme français et un féminisme américain. Le féminisme français est plutôt... est vraiment universaliste et en tant que Français, on a des réticences à poser la question de la race, à dire que peut-être qu'il faudrait réfléchir voilà, à sexe, race, classe, à l'intersectionnalité. Mais je dois dire que je ne vois pas pourquoi ce serait si effrayant. Moi, je pense que c'est bon signe que les féministes ne soient pas toutes d'accord entre elles et intègrent plein de points de vue. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre sur des points cruciaux, de dire, voilà, les femmes sont socialement inférieures aux hommes et infériorisées et invisibilisées, etc. Mais il y a plein de façons différentes d'être des femmes et d'être infériorisées, invisibilisées, réduites au silence. Moi, je suis très frappée par la violence de certaines réponses que j'ai pu avoir quand j'ai dit que il y a des femmes qui portent le voile par décision personnelle et théologique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des théologiennes musulmanes qui sont très critiques, qui relisent les textes religieux, etc., d'une façon vraiment féministe et qui travaillent à mettre en lumière le sexisme de certaines lectures du Coran, etc., et qui portent le voile, mais vraiment par choix. Et je ne vois pas pourquoi, quand je dis que parfois, que je connais moins de femmes qui mettent du Botox par choix que de femmes qui portent le voile par choix, en France, je reçois des torrents d'insultes parce que c'est comme si on ne pouvait pas à la fois dire ça et dire que c'était inacceptable que des femmes soient lapidées dans les pays musulmans, soient forcées à porter le voile dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans, qu'il y ait des violences dans les milieux musulmans, dans plein d'endroits dans le monde. Mais enfin, comme il y a des violences très grandes chez les juifs orthodoxes, il y a des violences très grandes chez les catholiques intégristes, il y a des... Bon, je vois pas pourquoi... je suis assez surprise et mal à l'aise en France avec cette idée qu'il faudrait que le voile, ce soit un truc très particulier. Alors que quand on regarde les films d'Amos Gitaï sur ce qui se passe à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, la façon dont les femmes vivent chez les ultra-orthodoxes juifs, c'est pas tellement mieux que ce qu'on voit en Iran. Voilà, moi, je pense que... Bon, moi, je suis philosophe, donc je pense que mon travail, c'est un travail de complexité, que les choses sont pas noires ou blanches, que voilà, l'Iran, c'est à la fois un pays infernal pour les femmes, en même temps, le féminisme iranien est un des féminismes qui se porte le mieux. Les femmes iraniennes sont des modèles de liberté et d'audace. Donc, voilà, c'est pas... je pense que la 4e vague du féminisme, c'est aussi de reconnaître voilà, une façon de
ne pas tout le temps parler à la place des autres sans questionner l'endroit d'où on parle. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix dans mon livre et dans ma thèse de manière générale de ne pas poser la question de ce que c'était qu'être une femme en Libye, en Iran, mais aussi, je sais pas, aux Philippines, en Ouganda, parce que je n'y vis pas, je ne sais pas, en fait. Donc, je vais forcément avoir des projections compliquées. Déjà, je trouve que c'est très ambitieux d'essayer d'expliquer ce que c'est qu'être une femme en France et aux États-Unis, parce que je ne connais pas toutes les expériences des femmes dans l'ouest de l'Europe et le nord de l'Amérique. Donc, mais voilà, je pense que le féminisme aujourd'hui implique de prendre plus de précautions de précautions épistémiques, mais je vois pas en quoi ce serait terrible. Et voilà, je pense que c'est important de réfléchir à l'endroit d'où on voit le monde. Mais ça, c'est pas féministe de dire ça, c'est marxiste éventuellement. Mais je suis vraiment convaincue. Ça m'amuse de voir qu'il y a encore des gens, comme Pascal Angel l'a fait dans Libération il y a quelques semaines, qui disent « ce n'est pas vrai que la position sociale qui est la nôtre détermine une certaine perspective sur le monde social ». Moi, je ne vois pas comment on peut tenir cette idée-là. Ça me paraît contraire et à l'intuition et aux preuves qu'on a de la façon dont les gens voient le monde. Donc, vous êtes plutôt pour un féminisme, disons, pluraliste et élargi, mais par exemple, je reprends l'exemple de cette manifestation de samedi. Les travailleuses du sexe, il faut les défendre ? Alors, moi, je fais partie... La question de la prostitution est en effet une question très difficile et très discutée dans les milieux féministes, où il y a d'un côté les féministes qu'on appelle abolitionnistes, qui pensent que la prostitution est un système catastrophique, et des personnes qui défendent ce qu'elles appellent le travail du sexe, avec l'idée que c'est un travail comme un autre. Alors, ce qui est sûr, c'est que, en fait, il me semble très difficile de faire la part des choses très clairement entre le système prostituteur et les crimes auxquels il conduit. C'est-à-dire que quand même, très souvent, la prostitution, c'est des femmes qui n'ont pas choisi d'être là, qui viennent pas du pays où elles pratiquent, qui sont victimes de violences, victimes de viols, droguées de force, enfin... Je veux dire, on sait que la traite des femmes est quand même des femmes pour la prostitution est quelque chose de catastrophique. Et il me semble que c'est très difficile de penser la prostitution en dehors de ces violences sexistes et sexuelles faites aux femmes qui vendent leur corps. Voilà. Donc, il me semble que cette idée de défendre la prostitution comme travail du sexe et dire que c'est juste de la pudibonderie et du contrôle du corps des femmes que de s'y opposer, c'est difficile parce que c'est pas facile de faire ce partage très clair. Et par ailleurs, il y a une philosophe américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Watson, qui a écrit un article que je trouve extrêmement convaincant, où elle dit « Ok, alors, admettons que ce soit qu'on puisse parler de travail du sexe. Voyons comment il faudrait organiser le travail du sexe pour qu'il soit compatible avec le droit du travail existant. » Et elle montre qu'en fait, c'est impossible. Parce que voilà, les normes sanitaires du droit du travail sont telles que c'est pas possible de faire du sexe en respectant les normes sanitaires, que les risques qu'encourent les travailleuses du sexe ou les prostituées sont tels que c'est considéré comme des risques inacceptables légalement, et que en fait, c'est pas possible de penser le travail du sexe comme un véritable travail au sens légal de ce qu'on définit dans la communauté nationale comme acceptable sous le terme de travail. Donc ça, c'est quand même une vraie question. Moi, après, je suis sensible à l'argument qui consiste à dire il y a toujours des gens pour décider à la place des femmes de ce qu'elles devraient faire de leur corps. Et ça, je pense que c'est un argument très fort des travailleuses du sexe de dire
laissez-nous tranquilles, en fait. Si on ne vend pas notre corps, on se fait engueuler. Si on vend notre corps, on se fait engueuler. Et il y a un autre argument qui est là très complexe et qui, à mon avis, nous interroge tous très profondément sur nos pratiques, c'est que c'est difficile de tracer une ligne entre ce qui est des rapports normaux entre les hommes et les femmes et ce qui est de la prostitution. Parce qu'en fait, évidemment, quand il s'agit d'un homme qui vient, qui paye, je sais pas, 50 € pour une passe, on dit, bon, ça c'est clair, c'est de la prostitution. Mais ensuite, après, il y a cette question de ce qui se développe beaucoup en ce moment chez les très jeunes gens, des jeunes filles qui échangent des services sexuels contre des prestations diverses et variées. Donc ça peut être contre des repas au McDo, ça peut être contre un nouveau sac, ça peut être contre... Et donc là, et en parallèle, il y a le phénomène des michetonneuses, donc ces filles qui échangent du sexe contre des objets ou contre des services. Et en fait, ce qui est très compliqué là, c'est que ensuite, quand on regarde les femmes comme, je sais pas, Melania Trump, qui sont avec des hommes très riches et qui, en fait, je sais pas, mais mettons, ne parlons même pas de Melania Trump, mais cette idée de certaines femmes qui sont très jeunes, qui sont avec des hommes très vieux et très riches, avec qui elles couchent contre le fait que elles ont beaucoup d'argent, elles ont une maison sublime, des sacs, des machins. Au fond, est-ce que la différence entre la michetonneuse et ces femmes-là, elle n'est pas très claire? Et ensuite, la différence entre l'homme qui se sent obligé d'inviter à dîner la fille et la fille qui ensuite se sent obligée de coucher avec lui parce que l'homme l'a invité à dîner, on voit qu'il y a un vrai problème par ailleurs du rapport entre sexe et argent et de qu'est-ce qu'on appelle rétribuer du sexe dans la société. Donc je pense que la prostitution, c'est ça qui est compliqué, c'est que les débats sur la prostitution nous demandent de regarder quelque chose qui est très difficile à regarder dans la société. D'autant plus qu'il existe un salon des travailleurs et des travailleuses du sexe. Donc quand même, on est pris dans une spirale un peu inquiétante quand même. Mais c'est compliqué parce qu'en même temps, il y a l'argument de dire qu'il faudrait légaliser la prostitution pour que les travailleurs et travailleuses du sexe travaillent dans des meilleures conditions semble aller de soi. En même temps, en Allemagne, par exemple, il y a énormément, où c'est légal la prostitution, en fait, il y a des cas de violence effroyables contre les travailleurs et les travailleuses du sexe. Après, c'est sûr que la loi de pénalisation du client a eu des effets pervers qui sont que ça met les prostituées ou travailleurs du sexe ou travailleuses du sexe dans une situation de très grande vulnérabilité parce que ça donne plus de pouvoir aux clients et puis les choses se font plus par Internet, c'est plus difficile. Mais quand même... je pense que ce qui est important, c'est de penser la question de la prostitution avec la question de la classe sociale. C'est-à-dire qu'il y a un article aussi de Nussbaum là-dessus où elle dit, au fond, est-ce que c'est pire d'être prostituée que de travailler dans une usine où on déplume des poulets déjà congelés et où du coup les femmes perdent définitivement leur connexion nerveuse dans les mains. Au bout de 6 mois, elles ne sentiront plus jamais rien dans leurs mains. Peut-être que c'est pas pire d'être prostituée. Et donc c'est aussi la réalité de choix pour les femmes de milieux très modestes où entre la peste et le choléra, au moins le travail du sexe ou la prostitution permet d'avoir des revenus plus supportables et des conditions de vie plus supportables. Donc il y a une vraie question là-dessus. Mais au fond, le problème, c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle le consentement sexuel? Parce que si on considère que quand même une prostituée ou une travailleuse du sexe, c'est quelqu'un qui accepte de l'argent pour changer d'avis sur un rapport sexuel dont elle ne voulait pas, il y a des féministes qui disent, à mon avis d'une manière convaincante, que c'est du viol tarifé. Et que là, on a un vrai problème. Mais moi, c'est un problème qui se pose aussi avec le porno. C'est que, là, en ce moment, il y a ce livre très intéressant sur les
conditions atroces du porno, mais quand bien même le porno se ferait d'une manière respectable, etc., il n'en demeure pas moins qu'on paye des femmes pour accepter des choses qu'elles n'accepteraient pas si elles n'étaient pas payées. Donc, est-ce qu'on considère que... Qu'est-ce que c'est le consentement sexuel, là donc, moi, c'est ça, pour prendre un peu de distance. Moi, je travaille... Mon champ d'expertise, c'est la philosophie féministe. Et c'est vrai que ça m'amuse parce qu'en France, on n'a pas du tout l'impression que c'est un champ pour l'instant. Enfin, on sait qu'il y a du féminisme, mais penser que véritablement en philosophie, il y a un champ aussi respectable que l'épistémologie, que la philosophie morale, que la philosophie des sciences, qui est la philosophie féministe, ça nous paraît un peu étonnant. Alors que moi, je travaille aux États-Unis, à l'université de Chicago, comme à l'université de Harvard, comme à l'université de Yale, comme à l'université de Columbia. Dans toutes les grandes universités américaines, il y a dans les départements de philosophie une chaire en philosophie féministe. Et parce qu'en réalité, il y a des problèmes spécifiques, comme les problèmes dont on est en train de parler, qui méritent l'attention du ou de la philosophe, parce qu'il y a des hommes qui sont professeurs de philosophie féministe, et qui nécessitent vraiment un travail conceptuel très précis pour aller au-delà de... prostituée versus travailleuse du sexe, qui est un débat d'activisme aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'adopter une position qui est la position du philosophe et du créateur de concepts sur ces problèmes-là. Comment vous articulez votre féminisme pluraliste, ouvert, avec les luttes sociales, sachant que dans ces luttes sociales, on peut avoir des femmes très, très, très variées et d'horizons très divers. Je prenais comme exemple le dernier en date, les Gilets jaunes, où on a souligné à juste titre qu'il y avait beaucoup de femmes venues de la province. Alors, ce qui me semble important, c'est qu'en effet, un des grands problèmes des gens qui font de la critique sociale au sens large ou de la théorie critique, c'est de penser la convergence des luttes, d'essayer de réfléchir à comment on fait pour ne pas lutter que, par exemple, contre le patriarcat, mais lutter contre toutes les oppressions. Et ça, c'était vraiment un des grands enjeux de la troisième vague du féminisme, de dire... est-ce que, parce que c'était le cas chez beaucoup de féministes africaines-américaines, de dire est-ce que nous, il faut qu'on choisisse si on est plus contre le patriarcat ou contre le racisme, et qu'elles étaient tout le temps tendues parce que chez les féministes, on leur disait vous devriez quand même vous battre contre les hommes de chez vous qui sont quand même des violeurs, etc. Et que elle voyait bien qu'il y avait quelque chose de très raciste dans les attaques faites par les femmes blanches contre les hommes noirs. Donc c'était difficile de choisir contre quelle oppression on se positionne. Et moi, je pense que c'est très important, cette question de convergence des luttes. Et c'est très difficile. Moi, une question qui me paraît très difficile en ce moment, c'est la question dans mon domaine très précis, c'est de savoir comment, par exemple, on se bat contre le patriarcat tout en se battant contre la binarité sexuelle obligatoire, par exemple. Parce que si on essaye, et je pense que c'est une cause noble et importante, de se préoccuper de la situation des personnes trans et intersexes, on a envie de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière de l'idée qu'on est ou homme ou femme, mais qu'on ne peut rien être d'autre, et qu'on ne peut pas être au milieu, etc. Mais le problème, c'est que quand on donne un coup de pied dans cette fourmilière-là, on remet en question aussi le concept de femme dont on a besoin pour la lutte féministe, pour la lutte contre le patriarcat, parce que c'est quand même en tant que femme que les femmes sont opprimées dans la société. En tout cas, c'est un des axes d'oppression possibles. Et donc, je pense que c'est en effet un des grands problèmes, là, d'essayer de trouver des façons de se positionner contre les oppressions
sous toutes leurs formes. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une spécificité très particulière de la question féministe et de la domination masculine, qui est que c'est une des rares dominations où les dominés vivent avec les dominants et aiment souvent davantage les dominants qu'elles n'aiment les autres dominés. C'est-à-dire que c'est une idée notamment de l'anthropologue et sociologue américain James Scott, où il dit les esclaves, le soir, ils se retrouvent souvent dans leur baraquement, ils ont l'espace de se moquer des maîtres et d'avoir le sentiment d'appartenir au groupe social des esclaves, en fait. De même que les ouvriers vivent entre ouvriers, ils peuvent se moquer du patron, résister au patron. En tout cas, ils se sentent différents du patron. La particularité de la situation des femmes, c'est que chez les femmes hétérosexuelles, elles vivent et elles aiment des hommes. Et en fait, l'amour qu'elles ont pour les hommes est souvent plus important que leur conscience d'être des femmes opprimées en tant que femmes. Et ça, c'est un des grands enjeux du féminisme. Et c'est ce qui explique la situation des femmes qui ont voté pour Trump aux États-Unis, c'est qu'en fait, les femmes blanches, donc 53% des femmes blanches américaines ont voté pour Trump. Donc on précise blanches puisque les femmes africaines-américaines votent à 95% pour Hillary dans cette élection. Je ne sais pas si c'est 95, mais enfin, très très majoritairement. Mais en fait, ces 53% de femmes-là, c'est les femmes dont les maris votent pour Trump. Et qui en fait se disent... Je préfère mon mari à la cause féministe, en fait, parce qu'elles ne s'illusionnent pas du tout sur le fait que Trump est mauvais pour leurs intérêts en tant que femme. Mais c'est trop de conflits de loyauté, etc., d'aller contre son mari, ou contre son père, ou contre son fils, et de voter en tant que femme, au lieu de voter en tant que personne de cette classe sociale-là, où les hommes sont très inquiets, et Trump répond à leurs inquiétudes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est un des grands obstacles du féminisme. C'est-à-dire que les femmes ne votent pas en tant que femmes, elles votent souvent en tant que compagnes et donc leur vote est plus déterminé par leur milieu social que par leur genre. Mais en l'occurrence, les femmes gilets jaunes qui ont manifesté pour le pouvoir d'achat au sens large, ou le prix du diesel, ou toute autre chose, elles ne l'ont pas faite pour des raisons féministes d'abord. Non, et c'était une des grandes tensions de samedi. Je veux dire, à Montpellier, les Gilets jaunes ont convergé avec la manifestation féministe, mais pour moi, c'était quand même intéressant, c'est-à-dire quoi qu'on pense des Gilets jaunes, même si on trouve que c'est une mobilisation légitime, passionnante, etc., on peut se dire, bon, cette manifestation féministe a été organisée depuis 6 mois, et que les femmes du mouvement des Gilets jaunes ne se sont pas dit, bon, on va convaincre, même si les mecs ne voient pas l'intérêt de la manif contre les violences sexistes et sexuelles, on va quand même convaincre les hommes que ce serait mieux qu'on manifeste un autre jour. Ça aurait pu se faire comme ça aussi, pour pouvoir faire les deux manifestations. Mais il y a un grand scepticisme face au féminisme. Moi, ça m'interroge toujours profondément. Quand ça vient de la part des hommes, j'entends que la perte des privilèges est quelque chose d'extrêmement inquiétant et douloureux. Mais de la part des femmes, c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut s'opposer à l'idée de l'égalité des sexes.